Hello Nina, comment ça va? Hello Ambre, ça va et toi? Ben ça va, merci de me retrouver pour cet épisode de podcast. Je suis très contente qu'on parle de cette thématique qui est la relation avec le corps. Exactement, ouais. Bah, pour moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Donc, c'est super important pour moi de pouvoir parler de ce sujet quand j'en ai envie et quand on a envie d'en parler aussi, que je sois présente pour apporter un peu ma pierre à l'édifice. Ouais, ben comme je te disais, moi, j'avais posté une story pour savoir justement quel était le plus gros complexe des femmes qui me suivent. Donc, il y en a qui m'ont donné des complexes plutôt professionnels et du point de vue personnel. Ce qui revenait très souvent, c'est j'ai du mal avec l'image, mon image, mon corps, j'ai des complexes physiques. Donc, c'était important pour moi de faire intervenir une experte sur le sujet, car c'est ton boulot. Tu vas nous en dire plus. Oui, bien sûr. Bah, du coup, commençons par ça, parce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Bah, avec plaisir. Donc, moi, je suis Nina Lahaye. Aujourd'hui, je suis thérapeute pour femmes grosses ou rondes. Moi, j'ai aucun mal à dire le mot grosse. Je suis spécialisée dans l'image corporelle et dans le rapport au poids. Et je me suis spécialisée sur ces sujets-là parce que j'ai travaillé pendant des années dans le milieu de l'obésité. Et ce que j'y ai vu, c'est pas forcément joli, joli. Donc du coup, c'est aussi pour vivre de mes valeurs, de valeurs humaines et non pas euh, de profit, comme ça peut être le cas dans le milieu de la santé, que j'ai décidé de d'œuvrer à mon compte pour les femmes rondes slash grosses. Voilà. C'est vrai que tu emploies le mot grosse. D'ailleurs, quand on a commencé à discuter sur Insta, c'est un des premiers mots que tu as employé quand tu m'as parlé de ce que tu faisais. Et sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à employer ce terme, ce mot. Oui. Pour toi, justement, ça peut être intéressant, tu vois, de dire pourquoi ça te dérange pas, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot grosse, pourquoi ça dérange les gens d'ailleurs d'utiliser ce terme-là. Alors moi, déjà au début, j'ai mis très longtemps avant d'utiliser le mot grosse, même, enfin, c'est un peu venu du jour au lendemain, mais pour moi, avant, c'était une insulte, clairement. Parce que bah, on vit dans une société où ce qui est gros, si c'est pas un chèque, une maison ou une voiture, bah, c'est moche. Donc, moi, j'ai toujours vécu le terme gros ou grosse, du coup, comme une insulte. Et en fait, quand j'ai appris à accepter mon corps, quand j'ai compris que finalement, bah, en fait, on ne pouvait pas maîtriser son poids, que c'était qu'une illusion, qu'une impression qu'on pouvait maîtriser son poids, bah, j'ai décidé d'accepter mon corps et d'aller de l'avant. Parce que c'est pas le terme, c'est pas le tout de se dire j'accepte que je suis une femme grosse du coup. C'est aussi de se dire ok, maintenant j'ai ces cartes-là en main, qu'est-ce que j'en fais quoi. Et du coup, moi, ça a été plus un acte de me réapproprier mon corps, de dire qu'il est gros, bah ouais, il est gros. Toi, t'as les cheveux au burn, t'es blanche, c'est pas des insultes. Alors pourquoi est-ce que le terme gros, ça serait une insulte en fait? C'est un adjectif qualificatif. Après, ça dépend des intentions que les gens mettent derrière. Et c'est là aussi que bah, même les femmes grosses doivent faire attention parce que bah, même elles peuvent avoir tendance à faire vivre la grossophobie en refusant de se réapproprier ce terme qui est gros ou grosse, quoi. Mm. Voilà. Moi, je trouve ça génial que tu parles d'intention derrière, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots en France, même, tu vois, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a plein de mots qu'on peut utiliser avec une consonance négative, alors qu'en vrai, c'est juste un mot. Mm. Donc, finalement, il y a l'intention que les autres y mettent et aussi l'intention que nous, on met dedans. Ouais, totalement. Par exemple, bah, quelqu'un de simple, c'est juste quelqu'un qui se prend pas la tête. Bah, quand tu dis que quelqu'un est simple, bah, c'est quelqu'un qui est, enfin, l'intention derrière. Tout dépend si tu veux dire qu'il est un peu neuneux ou, ou juste quelqu'un qui se laisse vivre et c'est OK. Donc non, en vrai, dans la langue française, il y a plein de mots comme ça où on met des intentions super péjoratives, super négatives derrière, alors qu'en fait, c'est juste un mot du vocabulaire mais qui a une empreinte sociologique et discriminatoire qui est énorme en fait. Mm. Ouais, merci d'avoir trouvé un autre exemple très parlant. Mais ouais, c'est totalement ça. Et je pense que rien que réfléchir à ça, quelle intention je mets
l'adjectif avec lequel les personnes me définissent physiquement. Ça peut être intéressant et ça peut faire ressortir des choses pour le coup. Totalement, totalement et du coup, bah, c'est pour ça aussi que quand je communique, sur mes réseaux sociaux pour, bah, me rendre visible de ces femmes qui, bah, sont souvent très, très en souffrance vis-à-vis de leur image corporelle et que, bah, ça a une répercussion aussi sur leur confiance en elles, sur leur estime d'elles-mêmes. Bah, en fait, je mets ronde/grosse pour, leur dire, bah, soit vous assumez totalement, enfin assumer, j'aime pas trop ce terme, mais soit vous acceptez totalement qui vous êtes, soit vous êtes en transition et pour le moment on utilise le mot ronde. En fait, avant je disais grosse, 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 maintenant j'essaye d'être un peu plus souple, un peu plus flexible avec des femmes qui, bah, n'ont pas tous, cette réflexion que moi j'ai eue sur mon corps et qui sont qu'au début du chemin en fait. Donc, j'essaye de me montrer plus flexible par rapport à ces femmes. Mais du coup, voilà. Bah, c'est vrai que ça peut peut-être, surtout si tu travailles avec des femmes qui, lorsqu'elles arrivent, elles en sont pas encore à ce stade-là, ça peut peut-être les braquer. Alors Oui, que quand elles ont fini de travailler avec toi, elles vont se dire, ouais, Nina, continue à dire grosse, parce que maintenant, moi aussi, je le vois de façon positive. Mais mais c'est aussi totalement. un moyen de voir la transformation, tu vois, que tu proposes à tes clients finalement. Ouais et puis il y a aussi ce fait que moi aussi je suis une femme grosse donc elles ont cette capacité, cette possibilité surtout de s'identifier à moi. J'imagine que toi, étant donné que tu sembles être une femme mince, même tu le disais dans un de tes podcasts que tu étais quelqu'un de mince, je pense que tu attires des personnes qui sont peut-être majoritairement minces. Moi, dans mon cadre, j'attire soit des femmes qui ont été anciennement grosses, même si je n'aime pas trop, cette appellation de «ancienne grosse» parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, ou des femmes qui sont en surpoids, pareil, j'aime pas ce terme-là, mais en surpoids ou, vraiment très grosses et en fait qui peuvent s'identifier à moi et qui se disent: «Ah bah, putain, j'ai enfin quelqu'un qui peut me comprendre, quoi», donc j'espère que je leur inspire ça et voilà. Mm. Bah, c'est vrai que je sais pas trop si j'attire des personnes plutôt minces, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai un peu du mal avec le mot maigre. Mmh. Parce que souvent, c'est ce qu'on me disait, mais regarde comme t'es maigrichonne. Ce terme-là, maigrichonne, c'était Ouais. terrible pour moi à l'époque. Par contre, je me reconnais et je m'identifie très facilement aux personnes qui ont le même type de problématique que moi et qui, elles, paraissent aussi minces, maigres, Mmh. etc. Peu importe. Effectivement et puis dans le terme maigrichonne, tu as aussi cette infantilisation. C'est Mm. pas être maigre tout court, c'est maigrichonne. Voilà, il y a le côté tout mignon, tout fin, nin nin, très infantilisant et enfin c'est un peu à gerber. Ouais. Bah, Voilà. surtout quand t'es pas bien dans ton corps et que du coup, Mmh. au final, tu finis par faire des fixettes sur ces mots-là. Et quoi, quand tu les entends, du coup, c'est comme tu disais, tu mets toi-même, du coup, l'intention que les autres y ont mis depuis des années dedans. C'est Donc, ça, c'est tout un chemin à faire. Tu as totalement. parlé aussi de différence et d'estime et de confiance en soi. On reviendra là-dessus après. Mmh mh. Juste avant, est-ce que tu voudrais bien un peu nous partager, toi, quelle a été et quelle est aujourd'hui la relation que tu as avec ton corps? Oui, alors, moi, il faut savoir que, mon corps et moi, c'est une histoire de toujours. J'ai été mise au régime, dès mes 5 ans, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, là, en mars, je vais avoir 28 ans et j'ai arrêté les régimes, la quête de la perte de poids dans ma vingtaine. Donc en gros, j'ai passé plus de temps de ma vie au régime que libérée. Voilà, C'est parce que c'est dur. vraiment, ouais, c'est vraiment une libération. En fait, ça a commencé où je suis rentrée de vacances, passée chez mes grands-parents et ma mère, la première chose qu'elle m'a dit, c'est pas, «Bonjour», c'est: «Oh, qu'est-ce que tu grossi!» Et Oh, j'avais 5 ans et même aujourd'hui, je m'en souviens toujours et en fait, je pense, bah, de toute façon, mes parents, il faut savoir que, bah, ils ont une empreinte là-dedans, mais que je les ai totalement pardonnés parce que j'ai conscience qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient, en fait. Donc je ne leur en veux pas, je vous aime et c'est OK et je comprends et on est passé à autre chose et aujourd'hui, ils me soutiennent, mais plus que tout et voilà. Mais ouais, j'ai commencé à être mise au régime à mes 5 ans et ça a été le début de mes troubles du comportement alimentaire. Donc dès mes 6 ans, enfin le temps que tout se mette en place, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie, mm, donc à grossir
Parce que Est-ce que tout ce... tu veux juste expliquer hyperphagie pour ceux Oui, qui ne savent pas? bien sûr. Alors, l'hyperphagie, en fait, c'est des compulsions alimentaires très, 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 très fortes sur un laps de temps qui est très court. Donc, on va manger énormément de nourriture en un laps de temps très, très court, jusqu'à en avoir très mal au ventre, jusqu'à même en vomir, jusqu'à avoir des difficultés à respirer. Et c'est des crises qu'on a fréquemment, en fait. C'est vraiment, il y a une durabilité, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qu'on a fréquemment et qui cause énormément de troubles psychologiques aussi, de la culpabilité, de la dépression, de l'anxiété. Enfin bref, c'est un enfer à vivre, mais la double peine de l'hyperphagie, c'est que on vit dans une société grossophobe, on vit dans une société où moins manger, c'est valorisé. Donc c'est souvent pris pour du grignotage, ce qui n'est pas du tout le cas de l'hyperphagie, c'est vraiment des pulsions. Et ce qui est aussi pris pour de la fainéantise, un manque de contrôle, etc. Alors oui, c'est un manque de contrôle parce qu'on perd totalement la notion du temps. C'est comme un blackout, en fait. On s'éteint Ok. avant la crise, on se réveille après la crise. Moi, je le vivais vraiment comme ça, en fait. Et, euh, et le fait est qu'en fait, on peut pas la contrôler, on peut pas la maîtriser. Donc oui, c'est un manque de contrôle, mais c'est vraiment malgré nous, les gars. On n'est pas fainéants, on n'est pas débiles, on n'est pas tout ça. On est juste, c'est comme un drogué qui aurait besoin de sa dose, en fait. Hmm. Donc voilà, voilà, j'ai fait des crises d'hyperphagie jusqu'à ma vingtaine, en fait. Tout le long où j'ai été mise au régime, tout le long où je me suis mise au régime. Et en plus de ça, en fait, je perdais du poids, mais je reprenais toujours. Et au bout d'un moment, il y a la détestation de mon corps qui s'est mise en place. J'ai fait des... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai fait des TS. Je préfère le dire comme ça. Ok, ok. Ouais, trigger pour ceux qui peuvent Voilà. être sensibles à ça. Ouais, voilà. Trigger warning au niveau des TS, trigger warning au niveau des coupures, etc. En fait, j'étais vraiment dans la haine de mon corps. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était vraiment pour moi, enfin, j'étais prête même à trigger encore trigger warning, à mourir parce que j'étais grosse, quoi. Et le fait est que à l'école, on te le fait comprendre, t'es la grosse vache ou t'es la bonne copine, ou alors t'es celle avec qui tout le monde veut coucher parce que finalement, tu te laisses faire, quoi. Il n'y a personne qui t'aime, donc autant y aller. Donc, il y a aussi les médecins qui en rajoutent une couche. On avait un médecin de famille qui était épouvantable. J'avais même pas le droit de boire de l'eau gazeuse parce qu'il disait que ça faisait grossir l'estomac. Enfin, j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Et le fait est qu'un jour, j'ai eu c'était en 2018, j'ai décidé de me lancer dans un parcours de chirurgie bariatrique. Parce Ok. que, donc, chirurgie bariatrique, pour vous expliquer un peu, c'est une chirurgie qu'on fait chez les gens qui, enfin, normalement, chez les gens qui sont gros, très gros, on coupe une partie de l'estomac, principalement, c'est ça, on coupe une partie de l'estomac pour moins manger, en fait. Aujourd'hui, oui, J'allais dire, c'est une très lourde opération. Souvent, les gens ne se rendent pas compte. Je c'est connais ça. des personnes qui ont été opérées ou qui ont voulu le faire. C'est une opération très lourde avec de grosses conséquences aussi derrière. Et je ne sais pas si tu l'as fait du coup ou pas, mais Non, ok. non, non, je ne l'ai pas fait. Du coup, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En 2019, j'ai dit, non, mais en fait, là, je vais me faire opérer parce que je veux plus que les gens m'insultent. Je vais me faire opérer pour les autres. Mais c'est pas possible en fait. Je vais mettre ma vie en danger. Je vais me faire une anesthésie générale. Je vais repenser tout mon avenir parce qu'en fait, ça remet en question mais toute ta vie une opération de l'estomac en fait parce que tu manges plus comme les autres. Ta santé, elle est plus comme avant. T'as des carences t'as potentiellement des carences, t'as potentiellement de la malnutrition, de la malabsorption, t'as des risques d'éventration, t'as des risques de fistules, tu as des risques de dépression, tu as des risques d'anxiété. Si tu n'as pas guéri tes TCA, ils peuvent revenir, mais plus, plus, plus. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je trouve un autre moyen de prendre soin de moi, en fait. C'est pas prendre soin de moi que de me faire couper les trois quarts de l'estomac et de m'affamer juste pour correspondre à ce que les autres attendent de moi, à ce que la société attend de moi, c'est-à-dire être mince. Mais moi, en fait, j'ai tout fait pour être mince. Donc là, ok, ça va peut-être, si je me fais opérer, ça va peut-être marcher quoi, 5, 6, 10 ans. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après? Parce que finalement, on n'a pas de retour fiable et viable de ces opérations qui sont devenues une mode, en fait. Une Mm. mode, là, depuis...
30-40 ans, on fait plus que ça. Mais 30-40 ans, c'est pas une vie, en fait. Mm. On n'a pas de retour à vie des chirurgies bariatriques. Et pourquoi aussi? Parce que bah, le monde médical, bah, c'est aussi un business. Ouais. Et ça rapporte énormément, la chirurgie bariatrique. Donc voilà. Enfin bref, moi j'ai dit non, je laisse tomber. Je veux trouver un autre moyen de prendre soin de moi et je veux m'aimer parce que là, en fait, je me déteste pour les autres. Et c'est pas possible de vivre comme ça. Je passerai pas ma vie à me détester pour les autres. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me dire bon bah on va faire la paix avec son corps. Mm. Et voilà. Tu vois, je vais dire marrant, entre guillemets. Mais du coup, on est un peu les opposés dans le sens où, du coup, j'ai publié un épisode de podcast juste avant que celui-ci sorte. Mais pour celles qui l'ont pas entendu, moi, à l'inverse, on me disait que j'étais Skeletor, une planche à pain, anorexique, boulimique, C'est etc. fou. Et, euh, et là où je te rejoins complètement, c'est que on se retrouve à faire des choses par rapport au regard des autres. Mm, Et il y a vraiment ce moment où tu as le déclic de se dire, non, mais en fait, il faut que je le fasse pour moi. mm. Et ça, mine de rien, ça change tout, je trouve. Mais totalement. Et ça, qu'on soit mince, très mince, euh, grosse, très grosse, ou même dans les standards. Alors, je sais pas, en podcast, on voit pas, mais je mets des guillemets. Mais en fait, il y a toujours des gens qui auront quelque chose à redire sur votre physique, en fait. Peu importe votre poids, peu importe votre taille, peu importe votre coupe de cheveux, peu importe tout ça, il y aura forcément des gens qui rediront des choses qui vous atteigneront forcément, Mm, atteigneront, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, on fait souvent des choix pour soi vis-à-vis du regard des autres. Et ça, malheureusement, bah, c'est à éviter un maximum parce que c'est pas nous, en fait. mm. Ouais. C'est comme, je prends l'exemple il y a plein de femmes qui se disent, je vais faire du sport pour ressembler à telle personne. Mm. Alors qu'en fait, il faut prendre en compte le fait, c'est, voilà, est-ce que je veux faire du sport pour mon bien-être, pour moi, pour être bien dans mon corps, peu importe le résultat de mon enveloppe physique après, parce qu'en réalité, on a tout un corps différent, donc c'est impossible de ressembler à une autre personne, à part si vous avez vraiment un peu la même morphologie, etc. Et encore, parce que bah, pas la même taille, pas le même poids, pas les mêmes rondeurs, chaque Pas la femme est même faite génétique, différemment, aussi le même métabolisme. c'est ça. Mm, Non, mais totalement. Et ouais, bah, ça revient aussi. En fait, ça revient à ce qu'on disait, finalement, un peu le sujet de ce podcast. Ça revient aussi à son niveau d'estime personnelle et de confiance en soi aussi. Est-ce que je suis capable aujourd'hui? Est-ce que je me sens capable aujourd'hui de m'accepter telle que je suis? Parce qu'il y a des gens, bah, ils aimeraient, mais ils s'en sentent pas capables. Et c'est OK, en fait, parce que c'est un cheminement qui prend du temps. Peu importe notre corpulence, c'est un chemin qui prend du temps. Et tout le monde n'a pas les clés, en fait, parce qu'il y a des clés. On t'a plus appris à te détester qu'à t'aimer. Donc aujourd'hui, tu dois rassembler les pièces du puzzle pour apprendre à t'accepter. Pour moi, l'acceptation, c'est une forme d'amour de soi. Donc aimer, s'accepter, pour moi, ça se ressemble un peu finalement. mm. Mais du coup, voilà, ouais, le but, c'était de dire que bah, on nous a plus appris à nous détester qu'à nous aimer. Donc maintenant, il faut trouver le chemin par soi-même parce que, bah, avant moi, il n'existe aucune méthode pour nous apprendre à nous accepter. C'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. Et quand tu dis on nous a appris à nous détester mais pas à nous accepter, c'est totalement vrai. Souvent dans la vie, c'est beaucoup plus facile de se comparer, de se flageller sur certains sujets, parce qu'on voit toujours ce qui est négatif chez nous. Comme on dit, l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais c'est Ça important encore, c'est de... c'est qu'une impression, hein. Ça encore, c'est qu'une impression que l'herbe est plus Clairement. verte. Ouais, c'est une impression qu'on se donne. Clairement. Mais avec ce dicton, du coup, on se met à croire que effectivement l'herbe est toujours plus verte chez le voisin et que telle personne est toujours mieux dans son corps et elle n'a pas de complexe. Et voilà, on a toutes des complexes. C'est la réalité. Tu peux être mince, ronde, pas ronde, de n'importe quelle morphologie, de n'importe quelle couleur de cheveux, avec n'importe quelle couleur de peau. On a toutes des complexes. C'est une réalité.
Mm. Et du coup, justement, tu parlais d'acceptation, d'amour de soi et de confiance, estime de soi. Quelle est la différence pour toi, parce que je trouve que c'est toujours une question intéressante, entre estime et confiance en soi? Déjà, juste, je rebondis Mhm. sur ce que tu viens de dire par rapport aux complexes, etc. On a tous des complexes, même moi qui accepte mon corps aujourd'hui. Dans sa globalité, j'ai des complexes. Et en fait, accepter son corps, c'est aussi se dire que ces complexes, on les laisse pas nous dominer. Donc, c'est ça aussi qui est beau dans l'acceptation de soi et en particulier dans l'acceptation de son corps. C'est que, OK, j'ai des complexes, mais par contre, ils me définissent pas, ils me caractérisent pas, ils sont là, c'est OK. Et j'avance quand même avec. Et c'est ça aussi s'accepter. Voilà, je voulais juste Merci. rebondir là-dessus. Ouais, mais merci pour ce rappel. Très bien placé. Merci. Mais du coup, par rapport à la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est plus global, pardon. C'est une évaluation de soi-même par soi-même. C'est aujourd'hui dans ma vie, comment est-ce que je me sens, qui je suis, est-ce que je suis quelqu'un qui répond à ses valeurs, à ses propres valeurs? Est-ce que je suis quelqu'un qui agit selon ses propres choix, ses propres valeurs? Encore une fois, c'est beaucoup une question de valeurs en fait, ses valeurs personnelles. Est-ce que je suis quelqu'un, pour moi, la générosité, c'est une valeur super importante. Est-ce que je suis quelqu'un qui est généreux? Est-ce que je suis en adéquation? Est-ce que je suis en cohérence avec ça? Et qu'est-ce que ça m'apporte dans ma manière de me voir? Est-ce que c'est plutôt positif et que ça monte un peu les critères, enfin, mon estime de moi, est-ce qu'elle est plutôt haute ou plutôt basse? Il y a, il y a un questionnaire scientifique. Alors, les questionnaires scientifiques, attention, c'est important de les faire avec un professionnel de santé. Notamment, là, il y a un questionnaire scientifique qui s'appelle l'échelle de Rosenberg, qui est justement un questionnaire scientifique sur l'estime de soi. Il peut être un peu décrié. Enfin, je sais que j'ai travaillé avec des scientifiques qui ne l'aimaient pas trop parce qu'il était vieux. Ouais, mais en attendant, on n'a pas fait mieux. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous procurer ce questionnaire sur Internet, le faire, mais le faire diagnostiquer par un psychiatre ou quoi. Vous l'emmenez chez votre médecin ou chez un psychiatre pour qui voit un peu vos réponses et qui puisse vous donner une piste. Voilà, mais en tout cas, l'estime de soi, il y a des échelles pour l'évaluer. Et ça vous permet aussi de donner un point de départ au travail que vous pouvez faire pour booster votre estime personnelle, du coup. Voilà. Et en tant que thérapeute, tu peux accompagner à ce diagnostic? Non, moi je refuse. Je suis thérapeute, je suis pas médecin. C'est Ok. aussi une question de, pour moi, je remplace pas un professionnel de santé. Je suis une thérapeute, j'ai des compétences qui sont super intéressantes, mais voilà, je viens en addition Ok. à des suivis médicaux, etc. Moi, je peux faire le diagnostic avec vous, mais après, je vous dirais toujours d'aller le faire, le pré-diagnostic en gros, mais après, je vous dirais quand même d'aller voir un médecin, un professionnel de santé. Notamment ici, ça serait mieux d'aller voir quelqu'un en santé mentale plutôt que votre généraliste. Ouais. Parce qu'on se replie beaucoup sur le généraliste, mais il est généraliste, du coup. Donc voilà. Mais c'est mieux que rien, bien évidemment. Au contraire, voilà. Et sinon, la confiance en soi, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, c'est plus ciblé. C'est est-ce que j'ai confiance en moi dans le milieu du travail? Est-ce que j'ai confiance en moi dans le milieu des relations? Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette confiance en moi? Qu'est-ce qui me permet de croire que j'ai les capacités à faire ci ou à dire ça ou machin bidule? C'est plus une question d'évaluation des compétences, d'évaluation de la capacité à faire quelque chose dans un domaine donné, en fait. Par exemple, moi, j'ai de la confiance en moi dans le milieu de la thérapie, mais par contre, si demain on me met dans une classe de matheux à faire des maths, alors là, j'ai zéro confiance en moi. Là, c'est clair et net. Voilà, il y a des domaines, en fait, la confiance en soi, c'est plus ciblé comme ça. Ok, ça marche super intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des définitions différentes de estime, confiance en soi. Donc c'est cool d'avoir ton retour. Et justement, par rapport à toi, l'accompagnement que tu peux faire avec tes clientes, est-ce que tu les fais travailler aussi sur l'estime et la confiance, plutôt la confiance que l'estime? En fait, c'est plutôt global. En fait, moi, ce qui va être mon cheval de bataille, j'ai envie de dire, c'est l'image corporelle, c'est le rapport au corps, le rapport au poids, mais forcément que notre manière de percevoir notre corps est reliée
à l'estime qu'on se porte aussi, et relié à la confiance qu'on peut avoir à prendre soin de soi aussi. Mm. J'aide plutôt les femmes sur leur image corporelle parce que l'insatisfaction corporelle, c'est quelque chose qui touche énormément de gens. C'est une problématique qui est universelle et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir justement sur l'estime de soi, sur Mm. la manière qu'on a de se voir soi-même et de s'auto-évaluer soi-même parce que le cerveau, il est comme ça, il a besoin de tout évaluer parce que c'est aussi une manière de se protéger, etc. Mais l'insatisfaction corporelle, elle a aussi un impact sur la santé mentale, la santé physique. C'est notamment un des principaux facteurs de TCA, du coup. Euh, TCA, trouble du comportement alimentaire ou trouble des conduites alimentaires. Voilà, on dit les deux. Mais du coup, moi, je vais vraiment les aider à relier avec leur corps, à sortir de ce côté très esthétique, parce qu'aujourd'hui, le corps, on le met dans une case d'esthétisme, il faut absolument qu'il soit beau, etc. Non, le but premier d'un corps, c'est de te faire vivre, c'est de survivre déjà lui-même, et après, on verra pour toi. Mais déjà, lui, son objectif, c'est de survivre. C'est pas d'être jolie, c'est pas de jouer le rôle de la plante verte. C'est ça, c'est... Voilà. Donc, le but, c'est de se réapproprier son corps en entier, et après, l'esthétique, bah, on verra comment après. Moi, je propose aussi un travail sur l'apparence. J'ai passé une certification de conseiller en image parce que c'est important pour moi aussi, d'un point de vue thérapeutique, bah, d'aider les gens aussi à retrouver le plaisir de se parer, d'habiller ce corps avec lequel bah, les gens vont vivre jusqu'à la fin de leur jour. Donc, comment rendre cette expérience agréable par le vêtement, etc. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis un peu éloignée du sujet de la question initiale, mais en tout cas, voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que effectivement, je pense que travailler sur son estime ou sa confiance en soi permet d'avoir un impact sur notre vision de nous-mêmes. Donc, ça peut être aussi notre vision corporelle. Et effectivement, souvent, la vision qu'on a de nous-mêmes se retranscrit dans notre façon de nous habiller. Mm. Donc, je trouve ça super que tu fasses le lien justement entre les trois et que finalement tu combines les trois dans tes accompagnements. Ça permet d'agir sur multiples tableaux qui vont eux-mêmes s'enrichir et se nourrir entre eux. C'est ça, c'est retravailler en fait. Si je dois résumer mon travail, c'est retravailler pleinement la façon qu'on a de vivre avec soi-même. Parce qu'on est tellement impacté par la grossophobie, donc la discrimination envers les personnes grosses. On est tellement impacté par cette société de l'apparence, on est tellement impacté par les injonctions, que ce soit les injonctions à la minceur, les injonctions à coller à l'image de la santé, tout ça, tout ça, tout ça, qu'au bout d'un moment, on se perd soi-même en fait. On se déconnecte totalement de qui on est, on se déconnecte totalement de nos valeurs, de ce à quoi on aspire dans la vie. Et on finit hyper malheureux, on finit torturé en fait. On finit torturé dans son esprit, torturé dans son corps parce qu'on s'affame, parce que bah, on se fait du mal, parce qu'on ne correspond pas à ce que les autres attendent de nous. Le but, c'est vraiment, de mon travail, c'est vraiment de recentrer la personne sur elle-même, sur qui elle est, euh, l'importance qu'elle se donne à elle-même, sur ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de dire, ce qu'elle est capable de penser, et tout ça pour finalement bah, booster son bien-être sur la durée, sortir du cercle vicieux de la perte de poids, parce que ça, c'est vraiment un cercle vicieux, et booster aussi son épanouissement personnel, peu importe son poids. C'est-à-dire que bah, son poids, il va varier tout au long de sa vie. Tous les poids de tout le monde, même toi qui es mince, tout le poids de tout le monde varie. Ça varie d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, d'une année à une autre, en fonction de tes cycles, en fonction de ton âge, en fonction de si tu as une maladie, même une simple gastro, ça fait varier, varier ton poids. Donc en fait, qui tu es en dehors de cette donnée-là que tu as rendue tellement importante dans ta vie, mais qui finalement est censée être neutre, qui tu es et à quoi est-ce que tu aspires dans ta vie et qui tu es en dehors de cette obsession en fait, parce que ça Mm. devient une obsession. Ouais, je trouve ça génial que tu en parles comme ça parce que c'est vrai que même dans notre société, hein, c'est aussi, mine de rien, les médias. Tu vois, je me rappelle quand j'étais jeune, quand je regardais ce que ma mère feuilletait, c'est-à-dire Voici, Gala, tous ces trucs-là. Bah, ça te porte à penser qu'il faut que tu sois dans les standards pour être bien dans ta vie, que pour être dans les standards, il faut peser entre temps et temps.
Même tu vois, je suis aussi pas mal My Better Self qui parle pas mal de body positive. Alors, body positive, c'est un terme qui est un peu remis en question ces derniers temps, mais elle montrait des affiches de publicité très anciennes qui déjà à l'époque parlaient du poids des femmes. Et forcément, tout ça, ça a des conséquences sur notre façon de penser, notre façon de voir notre corps et euh, qui crée cette obsession chez nous. Mais totalement, il faut savoir que cette obsession du poids, elle trouve racine dans la religion, en fait. Parce que quelqu'un qui était très mince, voire maigre, c'était quelqu'un qui vivait dans la pauvreté et avec la religion catholique, etc., bah, dans, la- dans laquelle la France a longtemps baigné. Et il y a quelques siècles auparavant, bah, c'était bien vu d'être mince parce que ça voulait dire que tu étais pauvre, ça voulait dire que tu étais en connexion avec le Seigneur. Enfin bref, voilà, il y avait toute cette croyance, et sauf que c'est monté en mayonnaise. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu un critère ultime, quoi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont discriminés à l'emploi parce qu'ils sont gros. Euh, le problème de... Alors, My Better Self, c'est vrai que aujourd'hui, elle a un peu le feu aux fesses, là, elle est un peu dans la sauce. Mais en tout cas, le mouvement body positive, pour moi, c'est toujours le même et c'est toujours tout aussi important. C'est l'acceptation de tous les corps et l'intégration de tous les corps dans la société. Personnellement, je suis très, très à cheval pour le moment, je suis très à cheval sur ce mouvement. Encore une fois, j'accepte de changer et d'évoluer, mais voilà, mais finalement, il faut savoir quand même que ouais, cette grossophobie, cette détestation du gros, de ce qui est gros, bah, ça tire quand même ses origines dans la religion et dans le fait de la chasteté, de la pauvreté, de la simplicité, voilà. Mm. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment, vraiment un critère médical? Peut-être. Enfin, il y a des études qui montrent. Après, les études, c'est pareil. Enfin bref, je veux pas Ouais. m'étaler sur le sujet. C'est un sujet un peu touchy et puis on n'est pas là pour parler de ça. Mais ouais, c'est le mot de l'histoire, c'est qu'on est discriminé, peu importe le poids qu'on fait, ça devient compliqué. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme on disait tout à l'heure, hein, même à l'école, ça commence très jeune et Oh ça oui. peut finir très, très tard parce que même adulte, il y a souvent ces remarques de «Oh là là, mais toi, t'as pas pris du poids. Oh, mais dis, t'as maigri, bravo, comment t'as fait?» Ouais, non, mais c'est Toutes clair. ces choses-là qui jouent leur jeu dedans. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup Parce que ce qui est cool, je trouve. Alors, c'est triste que tu aies dû passer par tout ça. Et vraiment, j'aimerais qu'aucune femme n'ait à passer par ce par quoi tu es passé ou ce par quoi moi je suis passée. Euh, mais en revanche, je pense que ça fait de toi aussi la femme que tu es aujourd'hui. Ça t'a certainement rendue plus forte. Et ce que je trouve super, c'est que tout ce que tu as vécu ou appris aujourd'hui, tu t'en sers dans ce que tu proposes aux autres femmes pour les faire évoluer. Et je pense que personnellement, je sais que sur ce genre de sujet, j'aime être accompagnée, guidée par des personnes qui ont vécu ça Mm. et qui s'en servent pour enrichir leur façon de travailler sur le sujet avec toi. Oui, totalement. Oui, c'est vrai que de toute façon, moi, je suis toujours partisane du fait qu'il faut être suivi par un professionnel de santé, voilà, etc. Mais que bien souvent aussi, ces professionnels de santé, ils n'ont pas le vécu du patient. Et ça, c'est pour ça que c'est ce que j'ai vu hein, quand j'ai travaillé dans le milieu de l'obésité. C'était des il faut, il faut, il faut. On dit ça tout le temps aux patients. Il faut que vous fassiez ci, il faut que vous mangez aliments, il faut que vous fassiez du sport, faut que. Mais en fait, c'est plutôt faux cul, en fait. C'est plutôt faux cul que faux que parce que bah, le médecin, il n'a jamais connu ce que le patient vit. Et moi, c'est vrai que j'avais cette chance d'être une femme grosse. Donc, les personnes que je recevais bah, en groupe d'échange ou même sur l'application qu'on avait créée, etc. Bah, tout de suite, elles étaient touchées parce que je dis, ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et la personne, elle se dit, bah merde, enfin, quelqu'un qui me comprend, ça fait du bien. Et c'est pour ça que moi, je voulais pas, quand j'ai été licenciée économique du milieu de l'obésité, j'ai pas voulu changer de
cible, enfin pas de cible, mais d'audience, De de personnes personnes. avec qui travailler. Voilà, c'est ça. Parce que bah, c'est vraiment ce qui me fait vibrer et j'avais envie de devenir l'adulte que j'aurais voulu avoir à mes côtés quand j'étais plus jeune et Mm. dans les pires moments, en fait. Donc Ouais. voilà. Ça, c'est touchant. Et du coup, donc aujourd'hui, tu es thérapeute, tu accompagnes les femmes justement à se sentir mieux dans leur corps et aussi dans leur tête, du coup. Bah oui. Est-ce que tu peux nous donner, à moi et aux personnes qui nous écoutent, quelques conseils sur voilà, comment euh, au moins démarrer cette phase d'acceptation de son corps, un peu plus de confiance en soi? Pour moi, tout commence avec de l'éducation. Tout commence avec le fait de s'éduquer sur le sujet du poids, sur le sujet de la santé, mais pas à travers des sources comme le magazine féminin ou l'émission de santé à la télé ou des trucs comme ça. Pour moi, il faut vraiment aller creuser dans des sources qui soient fiables, mais aussi bienveillantes, pas alarmistes. Parce que malheureusement, c'est en ayant un discours hyper alarmiste qu'on crée les discriminations, en fait, qu'on crée la haine et qu'on crée la méfiance. Donc, moi, je vous conseille beaucoup des sources qui sont québécoises, canadiennes ou américaines, parce que, bon, même si c'est en anglais, elles sont quand même souvent mieux veillantes, comment dire, Tu es bienveillante. ouais, voilà, plus bienveillantes que les françaises. Et sinon aussi, je vous dirais que rien n'est jamais acquis, en fait. Le fait est qu'accepter son corps, c'est pas quelque chose déjà d'une qui se fait du jour au lendemain, mais c'est surtout un truc qui est sans fin parce que comme ton corps il évolue tout au long de ta vie, tu dois sans cesse adapter ton mental, adapter ta manière de voir ton corps à son évolution. Donc c'est jamais acquis, mais c'est ça qui est génial en fait, c'est parce que c'est un parcours sans fin, on se redécouvre toujours et à partir du moment où tu as de la compassion et de la bienveillance envers toi-même, bah cette acceptation elle se fait toute seule. Et, euh, et aussi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a pas d'âge pour prendre conscience que notre corps, c'est quelque chose de fabuleux. Il n'y a pas d'âge pour prendre conscience que, bah, en fait, la perte de poids, c'est une course vaine et que mieux vaut mettre en place des comportements santé cohérents, sains et respectueux de son corps et de sa personnalité, plutôt que tenter de rentrer dans une case qui, finalement, bah, ne fit à personne, en fait. Mm. Donc, voilà. Mm. Ouais, ça peut peut-être être intéressant aussi de se faire un petit exercice d'introspection et de se dire comment est-ce que je me vois aujourd'hui et qu'est-ce qui a été influencé par le regard des autres. Tu vois, essayer de déterminer est-ce que c'est moi qui me suis mise dans cette case-là parce que j'ai envie d'y être ou est-ce que ce sont des gens qui ont déterminé que moi je devais rentrer dans cette case-là? Ouais, c'est ça. D'où viennent mes croyances? Mm. Je crois que être grosse, c'est être en mauvaise santé. D'où ça vient? Qui me l'a dit? Et cette personne-là, d'où elle le tient? Est-ce qu'elle le tient de quelque chose qui se répète depuis des générations et finalement, bah, qui est soutenu que par des industriels ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment la vérité? Et voilà, c'est d'où viennent mes croyances en fait? D'où Mm. viennent mes valeurs? D'où vient ce sur quoi je base ma vie et ce sur quoi je base mon existence aujourd'hui? Et vers quoi est-ce que je peux tendre pour améliorer mon bien-être sans que bah, ça fasse défaut à ma santé mentale et à ma santé physique et à ma santé sociale qui est l'épanouissement socio-environnemental dans lequel on vit? Ouais. Et essayer de se rappeler que son apparence physique, c'est pas que, comme tu disais, une histoire de poids. Parce que elle l'a dit, et je le rappelle, les filles qui nous écoutent, le poids, il évolue sur toute une vie. Même notre, j'ai envie de dire, pas notre morphologie, mais par exemple, quand on est enceinte, on peut avoir la poitrine qui grossit. Quand on a nos règles, on a le ventre qui peut être plus gonflé. Tout ça, ce sont des choses, finalement, notre enveloppe physique, elle est éphémère parce qu'elle évolue tout le temps. Donc, s'enfermer là-dedans, c'est s'enfermer dans quelque chose qui, entre guillemets, n'existe pas. C'est Je sais ça. pas Et si puis, c'est clair. si, si, totalement. Et de toute façon, le corps, il est là pour porter la vie. Je dis pas porter la vie, genre avoir un enfant. Il est là pour porter notre vie aussi. Et la vie, c'est des hauts, des bas. C'est des cicatrices, qu'elles soient positives ou pas. Parce qu'avoir un enfant, quand on l'a désiré, on le vit comme un cadeau, ça laisse des cicatrices, mais des cicatrices qui finalement sont les plus belles qu'on puisse porter parce que ça a été une concrétisation qu'on a attendue. Le corps, il est là pour porter la vie. Et la vie, bah, comme je l'ai dit, c'est des hauts, des bas, des moments faciles, des moments difficiles, des moments qui laissent des marques sur la peau.
des moments qui laissent des marques à l'intérieur et du coup, bah, le corps, il change en fonction de ses hauts, de ses bas, de ses obstacles, de ses épreuves. Voilà. Ouais, merci beaucoup d'avoir rappelé que quand on dit porter la vie, c'est pas que avoir un enfant, mais c'est porter sa propre vie. Parce que oui, les femmes, vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant, rappelons-le. Il est Totalement. toujours de bon de le rappeler. Franchement, merci énormément d'avoir partagé ton histoire avec nous. Je vais finir par une question que je pose à toutes les interviews. Alors, tu en as déjà un peu parlé, mais c'est quel est ton leitmotiv, une citation, un film ou une musique qui t'aide à passer à l'action quand tu as peur? Tu as parlé de rien n'est acquis et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais est-ce que tu en as d'autres? Oui, alors j'ai Balance de Mentissa, qui est une chanson qui parle de l'acceptation de son corps et de son poids par la chanteuse Mentissa. Et je vous conseille la série, j'y ai pensé tout à l'heure, la série This Is Us, avec le personnage de Kate, qui est une femme grosse qui apprend à accepter son corps et à sortir du cercle vicieux de la perte de poids. Elle devient maman, elle devient tout ça, elle arrive à s'épanouir même si son corps ne rentre pas dans les standards, encore une fois, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets, dans les standards de la société. Voilà, c'est mes deux inspirations que je vous propose. Ok, alors je connais This Is Us de nom, mais j'ai jamais regardé, donc je vais me pencher dessus. Et Balance de Mentissa, je ne connais pas, donc je vais aller écouter ça dès qu'on aura fini. This Is Us, sortez les mouchoirs, hein, parce que moi, à chaque épisode, je chiale ma vie. C'est un truc de fou. Donc, sortez les mouchoirs. C'est un ascenseur émotionnel, cette série. Enfin, franchement, je comprends même pas comment on a pu imaginer une série comme ça. C'est tellement touchant. Merci de prévenir parce que je suis une grosse pleureuse, donc merci de prévenir. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les femmes qui nous écoutent et qui voudraient travailler sur elles-mêmes, sur leur mental, sur leur confiance en elles, leur relation avec leur corps? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je suis sur le compte Instagram Les Nouvelles Héroïnes. Donc, les Nouvelles Héroïnes tout collé au pluriel. Voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou en me disant ah, je t'ai entendu sur le podcast d'Ambre et tout. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois. Et en ce moment, enfin, c'est jusqu'à aujourd'hui, là, au moment où on enregistre cet épisode. Mais je vous propose, pour à chaque écoute de ce podcast, j'ai décidé de créer un petit code promo pour cet épisode-là. Donc, sur mes accompagnements thérapeutiques et en particulier sur le programme Héroïne Solo. Donc, sur le programme Héroïne Solo, j'offre à toute personne qui écoutera cet épisode de podcast moins 20% avec le code Confiance20. Donc, Ambre mettra les informations nécessaires. Voilà. Bien sûr, je mettrai tout en description. Et franchement, vu tout ce que tu as partagé là, et nous, les discussions qu'on a pu aussi avoir avant, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, si vous souhaitez travailler là-dessus, si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, parce que seul parfois c'est difficile. N'hésitez pas à contacter Nina, à lui poser même des questions sur le programme. Bien Et sûr. franchement, merci beaucoup Nina pour ce code promo parce que c'est très très gentil de proposer ça à toutes les auditrices de Décomplexe tes complexes. Donc ouais, un grand merci pour ton intervention, pour le code promo, pour tout ce que tu as bien voulu nous partager parce que c'est un sujet qui peut être parfois sensible, même si c'est son métier, c'est pas forcément facile tout le temps d'en parler. Surtout que tu as été 100% honnête et transparente. Donc, merci mille fois. Bah, merci beaucoup, Ambre. Ouais, effectivement, il y a toujours des moments où c'est un peu difficile dans les podcasts, notamment quand j'ai parlé de ouais, les études scientifiques sur le poids, etc. Oui, forcément que c'est difficile de porter son poids enfin, de temps en temps. Quand on est gros, c'est difficile souvent de porter son poids. Mais, mais le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter à la perte de poids comme solution pour s'accepter, pour être satisfait de qui on est. C'est impossible en fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc moi, je vous invite vraiment, chaque personne qui écoute ce podcast, à vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à m'accepter telle que je suis? Et si oui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour booster mon bien-être sans que ça se rattache à la perte de poids qui est tellement instable et qui n'est pas fiable? Et par contre, pour les personnes qui sont très minces, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que mon corps me permet de faire et comment est-ce que je peux contrer
les remarques que j'ai sur mon physique quand on dit que je suis maigrichonne. Qu'est-ce que je peux trouver comme réponse qui finalement renverra un peu la personne dans les cordes et lui fera se remettre en question elle-même, toujours dans la bienveillance, parce que l'agression, ça marche jamais, mais Mm. voilà, c'est se trouver aussi des phrases punchline pour se dire maintenant, tu me respectes en fait. Ok, je suis mince. Euh, je me trouve quand même super chouette comme nana. Ça veut rien dire de moi. C'est un caractéristique physique, ça me définit pas. Et non, franchement, je veux vraiment que les femmes qui sortent de ce podcast, elles se disent, ok, maintenant je vais m'accepter et merde. Donc voilà. C'est exactement ça. Et je suis partisane de la diplomatie et de la communication positive. Donc vraiment jamais être dans l'agression, mais effectivement se poser et réfléchir, ok, la prochaine fois qu'on me dit ça, qu'est-ce que je peux répondre? C'est une très bonne façon de préparer un peu son discours et avec le temps, on commence à se rendre compte de, ah, je sais que je peux lui répondre ça. Au début, on n'ose pas forcément le dire, puis après, avec le temps, on ose s'affirmer, on ose dire ce qu'on pense et ce qu'on avait, entre guillemets, préparé. Donc, très, très bon conseil. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à toutes les femmes qui vont écouter ce podcast sur la relation au corps. J'espère que Nina a pu vous aider avec son retour d'expérience et ses conseils en tant que thérapeute. Merci à toi, Nina, d'avoir participé Bah, merci à toi, hein, pour ta confiance. avec grand plaisir. Et ben moi, je vous dis à très vite dans le prochain épisode de podcast.